Le meilleur moyen d'augmenter sa testo, c'est de réguler son stress à la baisse. Réchauffer ses plats au micro-ondes dans du plastique. Ouais. Énorme erreur. Oui, mais le riz blanc a indice glycémique élevé. Oui, mais en fait, tu manges pas du riz tout seul. Tu manges du riz mélangé avec des lipides et des protéines pour ralentir la digestion. Faut pas essayer de réinventer la roue, en fait. Il n'y a pas de régime idéal pour l'espèce humaine. Quel enfer, c'est dingue qu'on n'en parle pas. Ça. En fait, ces genres de trucs, c'est dingue. Là, je vais glisser, là. Ouais, tu vas glisser, je pense qu'il faut couper. Je vais glisser, là. Ok, bonjour à tous, on est parti pour cet épisode 6. Je suis encore avec Julien, mon invité. Aujourd'hui, on va vous parler de 3 choses, dont 2 qui sont assez liées. On va parler de testo, de comment booster sa testo, à quoi ça sert, pourquoi c'est utile, pourquoi ça peut être intéressant. On va parler de l'agressivité. C'est presque devenu un gros mot, mais en fait, c'est un énorme atout, surtout dans la vie d'un entrepreneur ou d'un trader. Et enfin, on va revenir sur le sujet de la semaine dernière. On va parler de diète et on va essayer d'aborder le sujet de comment trouver sa diète idéale. Voilà pour aujourd'hui. Julien, est-ce que tu avais des questions concernant le premier sujet qu'on doit aborder ensemble concernant la testo? La testo, on en avait un petit peu parlé. Je pense qu'en plus, c'est un peu le but. Là, on en discutait après par message privé. J'ai l'impression que c'est un peu le but, c'est d'essayer de trouver toutes les choses qui peuvent te booster ta testo. Après, je pense que c'est pas simple, en même temps c'est simple. Je pense que c'est simple de faire les basiques, mais après, je trouve que tu vois, des études dont on avait parlé, de faire une activité physique sportive, genre cardio 2-3 fois par semaine, lever des poids, faire des activités de combat, des trucs comme ça. Et aussi, tu vois, tu as le sommeil, donc le sommeil c'est très compliqué en crypto. C'est de comprendre l'importance. En fait, ça, je trouve que ce qui est toujours très difficile dans tout ce qui est nutrition, santé, c'est de comprendre l'importance d'un facteur par rapport à l'autre. C'est-à-dire que est-ce que si je me défonce à la salle, que je fais mon cardio, que je vais à la boxe, mais que je dors mal, est-ce que ça efface tous mes trucs ou pas du tout, tu vois? C'est ça là, le truc qui est un peu difficile pour moi à percevoir, je trouve. Je sais pas quel est l'effort, où est-ce qu'il faut mettre l'effort de façon plus importante, quoi. C'est quoi dans l'ordre, en fait? J'ai tendance à dire qu'il n'y a pas vraiment d'ordre. J'ai tendance à dire qu'il faut poser des efforts intelligents et mesurés à peu près partout, de poser des pions à peu près partout et de laisser les synergies se créer, plutôt que de se focaliser sur un domaine en particulier. Disons que les coefficients sont à peu près les mêmes partout, tu vois. Il n'y a pas de matière où il y a un coef 9 et une matière où il y a un coef 2. Enfin, en réalité, si, mais si on prend les points les plus importants, on peut à peu près tout mettre sur le même plan, le même niveau, je trouve plus l'expression. Oh, le même niveau, ouais. Voilà, exactement. Ouais. Mais du coup, effectivement, la testo, je pense que pour la majorité des hommes qui écouteront cette vidéo, ils auront plutôt tendance à tirer profit d'augmenter leur niveau de testo. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu une épidémie mondiale de baisse du niveau moyen de testo. Et il y aura quelques exceptions. Convergence des genres. Exactement. Là, je regardais il y a pas longtemps des trucs de fou sur l'eau du robinet dans les grandes villes. Oui. À quel point, genre, c'est... Hein? Les résidus de pilules. Ouais, mais genre, il paraît que c'est un truc de fou, en fait, quand un homme prend genre de l'œstrogène, tu vois, qui sont issus des pilules, etc. Il paraît que genre l'impact, c'est un truc de ouf, comme ça traite direct la testostérone. Tu sais, je sais plus dans quelle région du monde, il y a des rivières où on a trouvé des poissons hermaphrodites. Des rivières qui étaient très polluées. Ok, ouais. Donc en fait, on sait peut-être même pas, mais genre, juste de boire de l'eau du robinet quand t'es dans une grande ville, c'est déjà une catastrophe. Oui, mais là, tu vas m'emmener sur un terrain glissant et voilà. Ouais, ça fait comme ça. Moi, je trouve je trouve que ce qui est difficile avec notre monde actuel, c'est qu'il y a tout qui est tellement un peu fucked up, j'ai l'impression, que finalement, en fait, tu peux pas faire grand chose. Il faut tout penser, il faut tout réfléchir. Encore une fois, il y a quelques bons réflexes à adopter. Et tu l'as cité, un des premiers, c'est de faire attention à l'eau qu'on boit et ce qu'il y a dedans. Un deuxième que je peux te citer comme ça, c'est de faire attention à l'exposition aux perturbateurs endocriniens à travers les plastiques. Exemple tout bête, ici en Thaïlande, quand tu commandes à bouffer, si tu commandes une soupe, ils te la livrent chaude dans un sachet en plastique. En Chine, c'était pareil. Catastrophe, tu vois. Réchauffer ses plats au micro-ondes dans du plastique. Énorme erreur. On limite le plus possible son exposition. En fait, je pense que, et puis même, je voyais un truc cette semaine là d'un mec qui expliquait genre, tu sais, ta planche en bois. Genre, en fait, il avait fait une simulation. Enfin, c'est justement avec ta planche en plastique, c'est où tu coupes ton poulet, tu coupes tes légumes. Ouais. Et il avait fait une simulation genre d'utilisation d'une journée, tu sais, genre en 1 heure pour simuler le truc. Et après, donc t'avais tous les rejets de plastique, il les mettait de côté. Et tu sais, comme l'eau est mouillée, les aliments sont mouillés, tu sais, ça touche le plastique. Et il pesait ça. Et en fait, à la fin de l'année, t'avais mangé genre 3 grammes de plastique, un truc comme ça. Et oui. Je pense qu'en fait, un premier truc, c'est qu'il faut que jamais que la nourriture que t'ingères touche du plastique, quoi. C'est l'optimal. C'est vrai pour l'idéal. Et il y a un autre facteur très important. Idéalement, il faudrait pas que ta peau soit en contact avec des matières plastiques. Aujourd'hui, la majorité des vêtements que tu achètes sont en matière synthétique, en polyester, des matériaux issus du plastique. Okay. Quand tu portes des caleçons en polyester, que tu as du polyester au contact de tes couilles toute la journée, toute la nuit, c'est pas ouf. Donc plutôt du coton, du lin, du chanvre, des matériaux naturels, tu vois.
pareil. Compliqué, ouais, c'est compliqué. Bah, J'ai en vu un fait, autre truc cette semaine parce que là, je suis un mec sur Twitter, je te l'enverrai d'ailleurs, et donc il parlait de la planche en plastique. C'est vrai que c'est le truc qu'on n'y pense même pas parce que, tu vois, donc en plus c'est plus stylé quand même une planche en bois, on va pas se mentir. C'est quand même c'est plus beau. clair. Une fois que tu l'as intégré, tu fais attention. C'est Ouais, il juste que parlait si tu n'as des, pas confiance. ouais, c'est sûr. Ouais. Il parlait des. En fait, ouais, c'est ça. Après, en fait, finalement, quand tu commences à prendre conscience de ce genre de truc et que tu regardes un peu tout autour, enfin, pas tu paniques vite, mais t'es un peu là en mode, ok, ça aussi c'est fucked up, ça aussi c'est fucked up. Il parlait aussi des écouteurs, tu sais, sans fil. Ça, c'est Oui. une question que j'avais. C'est des écouteurs sans fil, ton avis? Parce que je sais pas, il avait l'air de dire que c'était ultra mauvais, qu'il fallait retourner Ah, bah écoute, au- quand j'écoute les zététiciens, j'entends bien leur argumentaire qui dit qu'aujourd'hui les études scientifiques disent qu'il n'y a pas de risque, que c'est safe, que ça respecte les normes, etc., etc. Mais encore une fois, puis-je faire confiance? Hmm. Je ne sais pas. Que me dit mon intuition? Que me dit le bon sens? Et moi, j'ai tendance à me méfier. Et je n'ai plus d'écouteurs sans fil parce que j'ai pas envie d'avoir des émetteurs d'ondes à 3 cm de mon cerveau. Enfin, tant qu'on n'est pas sûr, je préfère pas. Bastien, le druide moderne, je sais qu'il prépare une vidéo sur le sujet, qu'il est en train d'éplucher toute Ok. la littérature scientifique à ce sujet-là pour produire une grosse vidéo, parce que lui-même avait fait une vidéo sur les AirPods en disant que c'était une catastrophe, et il s'était fait republier par Léo Duff, qui est un gros youtubeur, qui disait que non, il raconte n'importe quoi et qu'en fait, il y a aucun risque. Moi, dans le doute, je préfère éviter, tout comme avant de me coucher, je débranche la box, tu vois. Ah, parce que ça envoie des ondes, c'est ça? Des fois j'oublie, mais c'est pas grave, tu vois, tu peux pas être parfait. En fait, ouais, de toute façon, c'est un peu les trucs, comment on appelle ça, t'es un peu dilemme de Pascal, je sais pas, je sais pas comment ça s'appelle ça en français, mais c'est en fait, t'as plus intérêt de le faire que de pas le faire, parce que ça te coûte rien de le faire, et, et au C'est pire, exactement si ça. ça si ça te changerait, en fait, tu t'es le jeu comme C'est un con exactement ça. Moi, pendant je 10 pense ans. que la J'ai vu aussi pollution électromagnétique, c'est un vrai sujet. Un pour vrai les sujet. écouteurs, en fait, sans fil aussi, il y avait un mec qui racontait, donc t'as l'effet direct sur la santé qui est d'avoir les ondes, et il y avait un mec qui expliquait qu'en fait, ça fait que t'as toujours un bruit, enfin, déjà, moi, je veux parler du truc La réduction de ouais. du sound reduction. Ouais. En fait, je pense que ça, c'est un truc, mais genre, franchement, j'ai envie de prendre un pari là-dessus, sur à quel point ça va fracasser les J'en suis gens pas. plus tard. Parce que moi, genre, je suis hyper sensible des oreilles, pas que, je sais pas, bizarrement, je sais pas, mais genre, moi, le sound reduction, je le mets, genre, au bout de 30 Tu te sens minutes, nauséeux. mais frère, ça me fait mal à la tête, je sens que Ouais. ça me fait, tu sais, je sens que j'ai presque des acouphènes, un peu comme tu sors de la C'est plongée, tout ça. horrible. Je déteste. Et ça, je vois tous mes potes qui sont là, qui se fument de sound reduction. Je les vois, ils En travaillent, fait, ils ont pas de musique, mais tu leur parles, ils peuvent pas entendre. Et ça, je pense, c'est un truc, tu te fumes les oreilles. je Et pense donc, comme et après, toi. le deuxième truc, le mec, il parlait sur les écouteurs sans fil, enfin Bluetooth, du coup, pardon, parce que sans fil, ça fait un peu les années 2000. En fait, il expliquait que ça fait que tu as toujours un bruit aussi dans le cerveau. Et il paraît que genre, c'est ultra mauvais pour le cerveau de jamais avoir du calme et du repos et d'avoir toujours un bruit, parce que genre, c'est un stress constant. On en revient Et toujours à la même chose. On n'a plus de moments où il n'y a plus aucune stimulation hmm, sensorielle. Il faut avoir des moments où il y a zéro stimulation sensorielle. hmm, Proche de zéro. C'est important. Et aujourd'hui, on n'a plus ça. Et en fait, on rajoute des trucs. Genre, aujourd'hui, on se rajoute des écouteurs sans fil dans les oreilles avec une réduction de bruit pour s'isoler du bruit hmm, ambiant pour pouvoir bosser. C'est du délire, en fait. Selon moi, c'est du délire. Et le plus simple, c'est juste de se mettre dans un endroit calme. Si hmm, tu peux pas te le permettre parce que dans l'endroit où tu vis, il y a jamais de calme, pose-toi les bonnes questions et change plus en profondeur ton mode de vie, quoi. hmm. Moi, je suis partisan de ça. Je reviens sur ce que je disais au début, du coup, ouais, donc, par rapport à la testo, il y a quelques exceptions d'hommes qui feraient peut-être mieux de ne pas chercher à augmenter leur testo parce qu'ils en ont déjà beaucoup et quand on a vraiment trop, en fait, t'es trop impulsif, t'es trop agressif Agressif, ouais. et t'es trop insensible. Ton empathie baisse trop. En fait, tu n'en profites plus. Encore une fois, Hmm, c'est comme le niveau de stress. Il faut suffisamment de stress pour se sentir bien et être actif, mais quand il y a trop de stress, le niveau de performance cognitive et physique baisse. hmm. La testo, c'est un peu pareil. Il faut trouver un juste milieu. Mais quand on en manque, ça va avoir des impacts négatifs sur notre humeur, sur notre motivation, sur la libido, bien sûr, sur cette espèce de feu intérieur, tu vois, d'énergie intérieure, d'envie Ouais, bien sûr, de bouffer d'énergie, le ouais. monde. C'est ça, en fait. Donc, il faut trouver un juste milieu. Et donc, aujourd'hui, comme les taux ont énormément baissé depuis un demi-siècle, je pense que la plupart des mecs qui regardent cette vidéo ont tout intérêt à y faire attention. Donc, à faire attention aux perturbateurs endocriniens et très important, à faire attention au niveau de stress. Parce que moi, je suis pas de l'école qui consiste à essayer d'ajouter des choses. Il y en a qui vont te dire, mange des légumes crucifères, qui vont te dire, fais du squat et des exercices lourds à salle parce que on a prouvé que ça booste la sécrétion de testostérone. Ouais, En vrai, ça n'a jamais été prouvé. j'ai Ils vont entendu te ça dire plein de de fois. rajouter. Moi, je vais plutôt te dire de retirer. Et le premier truc à retirer, c'est le stress chronique, parce qu'en fait, je schématise énormément hein, pour que ce soit facilement compréhensible. Un des principaux vecteurs de production de testostérone dans le corps, c'est à partir du cholestérol. Hmm. Et le cholestérol, il sert pas qu'à produire de la testostérone, il sert aussi à produire du cortisol. Donc en fait, si Ok. tu demandes à ton organisme de produire du cortisol en permanence pour être capable de répondre à des sources de stress, bah en fait, ça va monopoliser le cholestérol disponible et donc il y en aura moins pour produire de la testo.
tu vois. Ok, ouais, bien sûr. Ouais. Donc, le meilleur moyen d'augmenter sa testo, c'est de réguler son stress à la baisse, de s'octroyer des moments de calme, de repos. C'est pour ça que quand on est en vacances, par exemple, souvent on a plus de libido. Si on va faire du sport, si on va à la salle, on congestionne plus. Enfin, tout fonctionne mieux parce qu'on est moins stressé. Donc encore une fois, se mettre dans des états de stress élevé, c'est extrêmement intéressant, c'est extrêmement utile pour performer quand c'est nécessaire. Mais si tu l'es en permanence, tu te détruis, et à commencer par tes capacités à produire de la testostérone correctement. Et là, après, c'est cercle vicieux, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Ouais, je pense qu'en fait, il faut juste il faut poser les grandes bases, Exactement. qui est de manger un peu plus sainement, manger pas mal de protéines, faire du sport, que ce soit genre cardio, mais pas non plus trop. En fait, je pense qu'en fait, c'est toujours pareil. Je pense que le corps, il est hypersensible aux extrêmes. Moi, j'ai un copain là qui s'entraîne un peu pour des marathons et je vois, il fait énormément de long run et genre, je crois que c'est hyper négatif de mettre, tu sais, le corps sous fatigue, pas musculaire, mais justement, je sais plus comment on appelle ça, c'est sous fatigue. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est un Métabolique. truc là quand tu fais trop d'endurance. Il paraît que ça Ah. fume ta testo. Pareil, Bah, genre ça faire génère du un stress surentraînement. monstre. Ouais. Ça génère Pareil, faire du énormément de stress. Ça tire énormément sur le système nerveux. Le corps n'est pas. Il est capable d'endurer ce genre d'effort parce qu'il est capable de s'adapter énormément. Mais évidemment, ça va rogner sur d'autres fonctions. Et la fonction reproductrice, donc la testostérone, la fonction reproductrice, elle peut être mise sur off pour privilégier d'autres fonctions. Tu vois ce que je veux dire? Quand t'es épuisé, t'as moins de testo. Enfin, non, t'as c'est moins sûr, de, tu le pas sens, moins de de toute façon, testo, tu je le veux dire, sens. mais t'as Ouais, t'es moins d'envie, ouais. t'as moins de libido. Pourquoi? Parce qu'en fait, si t'es épuisé, pareil, tu vas digérer moins bien parce que le corps il se dit bon, là on a le niveau d'énergie il est là, donc faut qu'on priorise. Bon bah là on va turn off, tu vois. Je schématise encore une fois, mais c'est un peu comme ça que ça fonctionne, quoi. Donc oui, quand tu fais de l'ultra trail et des trucs comme ça, tu tires sur la corde énormément et évidemment bah, ça va jouer sur ta libido. Un exemple aussi, tu prends une femme qui fait du bodybuilding en compétition, quand elle va sécher, quand elle va avoir un taux de masse grasse très faible, non seulement elle aura plus de libido, mais elle aura même plus ses règles. Pourquoi? Parce qu'en fait, la nature est tellement bien faite que une femme avec un taux de masse grasse trop bas sera incapable Et ouais, de d'avoir un pouvoir, enfant et que l'enfant se développe correctement dans son ventre exactement, pendant ouais. 9 mois. Parce qu'il y a un manque de ressources. Donc, Ah, c'est un truc de ouf. turn off, tu vois. Le système reproductif se met sur pause, littéralement. Après, je sais pas si c'est à quel point genre ça va lier à l'énergie. Et moi, j'ai l'impression, par exemple, depuis que je fais qu'un seul gros repas par jour, genre ça m'a changé de ouf. Et j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus d'énergie la journée. Bon, après, Alors ça, parfois, je suis un peu en déficit calorique, donc forcément, tu vois, c'est un peu différent. Mais j'ai l'impression qu'en fait, genre, c'est plus que j'ai pas forcément plus d'énergie, genre, tu sais, je me sens plus truc, mais j'ai l'impression que mon énergie, elle est plus lissée. Tu vois, genre, ma glycémie, elle est plus lissée toute la journée. ouais. Et j'ai lu que quand ta glycémie elle est plutôt stable, plus t'as des glycémies stables, mieux c'est pour Ça, oui. ton corps, en gros, quand ta glycémie est stable et qu'en plus t'es pas tout le temps dans une digestion, du coup ça fait que genre tes hormones travaillent mieux ou tes hormones peuvent mieux je sais pas se régénérer, mais comment dire, fonctionner. Et donc Ouais. du coup ta machine est mieux alignée, donc en fait il y a plus de chances que tu génères plus de testo, que ton hormone de croissance, qu'on parle beaucoup de testo, mais je pense que c'est vrai que la testo, je vois il y a beaucoup d'études sur tu manges plus, tu fais du sport, à quel point ça impacte ta testo, mais sur l'hormone de croissance et tout ça, je sais pas à quel point genre c'est impacté, tu vois, genre ça c'est plus difficile, genre. Enfin, j'ai pas trouvé beaucoup de choses là-dessus, mais le problème, c'est qu'Internet, c'est la jungle et qu'on trouve tout et n'importe quoi. Mais encore une fois, il faut revenir aux fondamentaux derrière les fondamentaux. L'état que tu me décris là, je le connais bien parce que j'ai fait ça pendant des années. Tu dis, je fais un repas par jour. Tu manges quand dans la journée? À quel moment? plutôt le soir vers 18h. Ok, vers 18h. Et t'arrives à... Non, tu dis léger déficit calorique, t'as du mal à avoir toutes tes calories en un seul repas. Et ton repas, Non, en fait, je me force à avoir un léger déficit calorique. Tu te forces à avoir un léger déficit alors que tu fais un seul repas? Tu serais capable de manger toutes tes calories Non, en fait, je veux dire, je fais un gros repas et après, parfois, je fais un peu genre des collations, des trucs. Je sais pas, tu vois, tu vas à la salle après. Tu commences à manger. Non, moi, je fais pas de jeûne. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'avant le midi, j'envoyais un autre gros repas et genre ta digestion, tu vois, t'as impacté pendant 3 heures, quoi. Parce que j'allais te dire, si tu fais un repas par jour et que le reste du temps tu jeûnes, ok, les premiers mois, les premières semaines, tu vas te sentir super bien parce que tu vas avoir un niveau de stress, un niveau de cortisol très élevé parce que ton corps est en état de survie, en état d'alerte, et donc tu vas être dans limitless. Exactement ce que j'explique dans le cours que tu as regardé. Donc j'allais te dire, fais attention à ça parce qu'au bout d'un moment, ça va se retourner contre toi, tu vas t'épuiser au niveau endocrinien, au niveau nerveux. Et après, tu vas avoir le revers de la médaille. Mais c'est pas ça, en fait, que tu fais. Toi, tu manges des petites portions dans la journée et à 18h, tu te fais un gros repas, c'est ça? En gros, exactement, ouais. C'est ça l'idée. Et les petites collations que tu fais, elles sont low glucides? Ouais, en fait, j'essaye de faire un peu moins de carbs, un peu moins de glucides. En fait, j'essaye plutôt déjà de faire des collations ou avec un indice glycémique plus bas, tu vois, j'essaie de faire des collations qui sont moins genre ça, du c'est sucre. intéressant. Moi, je pense j'étais un peu l'expert de la collation, je sais pas, Kinder Bueno et compagnie. Vu que c'est en fait toujours pareil. Moi, c'est genre, je vais à l'essentiel, je vais au plus rapide, tu vois. Ouais. Donc, écoute, j'essaie d'arrêter ça, quoi. Moi, j'ai été, mais je ne suis plus partisan du low carbs. À part dans certains cas précis, quelqu'un qui est épuisé chroniquement, qui a du mal à produire du cortisol, ça peut être intéressant pour lui parce que le cortisol est très important pour
te permettre de réguler la glycémie justement. Donc si tu manques de cortisol parce que tu es épuisé nerveusement, tu vas avoir du mal à réguler la glycémie. Mais bref, toi t'es pas dans ce cas-là. Donc aujourd'hui, je suis plus trop partisan du low carbs parce que faut pas oublier que les carbs, les glucides, c'est la source d'énergie la plus facile à utiliser par le corps. Ou en tout cas, j'ai pas mal changé ma source de glucides. Avant, ma source de glucides, c'était beaucoup, ça, c'est intéressant. Plus gluten. Maintenant, c'est plus genre, je sais pas, patate douce. Très bien. Je sais même pas ce qu'on fait là. C'est des trucs, des trucs un peu moins excitants. Le levier le plus intéressant dont tu m'as parlé, c'est l'indice glycémique. Si tu manges, si tu manges des glucides tout au long de la journée, mais que c'est des sources de glucides à indice glycémique bas, parce qu'il y a des fibres, parce que machin, et qu'en plus ce qu'on appelle le bol alimentaire, donc ce qui va se retrouver dans ton estomac, va faire baisser la rapidité d'absorption. Là, c'est intéressant. Par exemple, si mon petit-déj c'est 2 bananes, c'est tout, je vais les digérer vite. Si mon petit-déj c'est 4 œufs au plat, puis 2 bananes, dans mon estomac, les 2 bananes vont se mélanger aux œufs au plat et être digérées moins vite. Ok, donc est-ce que tu peux faire une explication sur, parce que ça c'est un truc genre j'ai appris il y a pas longtemps, enfin, je m'en doutais mais je pensais pas que c'était aussi important, genre quand tu dis le bol alimentaire, là tu parles de 1, dans quel ordre tu manges les aliments, et 2, à quel moment en fait, quel aliment faut-il combiner pour maximiser l'assimilation, et le 3 on va dire, vas-y go ahead. Là on arrive à la limite où je considère que c'est trop de prise de tête. Ok. Et ça, c'est récent. Avant, je me prenais beaucoup trop la tête. Mais c'est trop, en fait. Ça crée de la charge mentale pour rien. C'est vas-y, dans quel ordre je mange les aliments. Et vas-y, qu'il faut que je mange les fruits en dehors des repas parce que ça fermente. Vas-y, arrête avec ces conneries. On finit par se perdre. Donc, moi, le principe, il est simple. C'est quand je mange, je ne mange pas que des glucides. Je mange des glucides, protéines, lipides, ou au moins protéines, glucides, lipides, glycides, histoire de ralentir la digestion, de faire baisser l'indice glycémique du total, du bol alimentaire. La seule exception, c'est quand je mange des fruits avant d'aller à la salle. Okay. Quand je sais que je vais produire un effort physique qui va consommer rapidement du glycogène, etc., qu'il faut que je refasse mes réserves. C'est toi qui me parlais, de ton pote qui faisait un pré-workout, qui faisait avocat et betterave, là, je sais plus trop quoi. Jus de betterave. Jus de betterave. Et avocat, c'est ça? Jus de betterave, c'est intéressant parce que ça permet c'est un vasodilatateur, ça permet de fluidifier le sang et d'augmenter la circulation. Ça, un peu comme ça très fort, ça. Je pense qu'un jour, Optimum Nutrition vendra des jus de betterave bio et vegan c'est le druide qui fait des pré-workouts à base de cacao cru et de jus de betterave. Ok, cacao cru, voilà, ok. Moi, pourquoi pas, mais bon, j'en ai pas sous la main, quoi. En tout cas, oui, c'est intéressant de faire ce que tu fais en termes de répartition calorifique sur la journée. Si tu as besoin d'avoir de la clarté mentale, si tu as besoin d'énergie pour performer cognitivement tout au long de la journée, c'est intéressant. Mais il faut pas tomber dans le piège qui consiste à ne manger qu'une fois par jour et à être en jeûne intermittent tout le reste du temps. C'est sûr. Parce que ça, de toute façon, pour être transparent avec toi, il faut que je travaille la journée, il faut que je sois un peu productif. Bien sûr. En fait, tu vois, je préfère terminer gros et qui travaille que entre guillemets d'être en jeûne toute la journée. Mais en fait, ce que j'essaie maintenant, c'est pas tellement. En fait, je pense qu'on est un peu tous addicts au sucre, peut-être, et moi le premier, évidemment, mais c'est plus qu'en fait, moi, le sucre, c'est pas forcément un truc qui me transcende, le sucre, tu vois. Genre, c'est bon et tout ça, mais c'est pas un truc qui me transcende. Donc maintenant, j'essaye aussi de faire genre que des collations ou autres qui sont plus salées que sucrées, même si c'est un peu bizarre, tu vois. Genre, au lieu de manger un Kinder Bueno, tu manges un avocat, tu vois. Je sais pas, des trucs bizarres. En fait, tu vois. Pour moi, ça fait tellement d'années que c'est ancré en moi de manger correctement que je peux même pas envisager de faire une collation Kinder Bueno. Ah ouais, je te jure, moi, c'est pas l'envisager, tu vois. C'est le truc facile. Là, si je me fais une collation cet après-midi, là, j'ai acheté des fraises et j'ai un reste de viande, c'est de la grilled pork neck, c'est de la gorge de porc grillé. Bah, je vais manger des fraises et de la gorge de porc grillé, tu vois. Ah, mais tu vois, pour moi, c'est un truc de ouf. Parce que tu vois, en fait, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que, en fait, tu te rends compte, c'est quand même un effort à faire parce que les fruits, ça se conserve pas. Le Kinder Bueno, il se conserve. Quand tu passes dans un truc, les fruits, il faut ouvrir le truc, manger. Après, il faut se laver les mains, mettre le truc. Si, ça, tu vois, c'est quand même complexe, tu vois. Mais en fait, regarde. Je comprends, je sais très bien ce qui se passe dans ta tête, là. C'est-à-dire que tu es en train de chercher l'optimisation, l'optimisation à tous les niveaux. Mais en fait, le temps que tu vas passer à te laver les mains, à préparer tes fruits, c'est pas du temps perdu. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. C'est du temps que tu vas passer à faire baisser l'activité mentale et donc à reculer pour mieux sauter derrière. Tu vois, cette recherche de l'optimisation à tout prix, c'est vraiment. Moi, en fait, c'est pas tellement l'optimisation, c'est la simplicité en fait. Moi, je pense que le gros problème, c'est que je vois que par cette simplicité-là qui est chelou, quoi. Je comprends. Dans ce cas-là, la solution d'avoir un cuisinier à la maison ou alors de commander des fruits déjà coupés, quoi. Ouais, non, par exemple, en fait. Mais toujours pareil, tu vois, il faut commander, il faut attendre. Enfin, mais en fait, c'est un effort qui vaut le coup, je pense, tu vois. C'est un effort qui vaut le coup. Mais, moi, je pense que oui. En tout cas, et après, ce que tu peux préciser, peut-être, c'est plus, comme tu dis, c'est peut-être trop extrême, mais à titre indicatif, donc quelques conseils de base sur l'ordre dans lequel tu manges les nutriments.
Imagine, tu as un repas, tu as du riz, du poulet et des légumes, et après, tu as des fruits. Est-ce qu'il vaut mieux commencer par le dessert, peut-être, et qu'on a été, tu vois, je sais pas, enfin, tu vois. Je pense qu'il faut. Parce que moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il faut manger d'abord les greens, genre vegetables, pardon, les Oui, légumes. oui. Idéalement, Et le schéma qu'on connaît tous depuis tout petit, Hmm. il est pas bête, hein. Ok. De Mais manger je une sais pas, moi entrée je le avec des connais pas le schéma. crudités. Ok, Comment? donc entrée crudité. Oui, ça c'est très bien. Après, tu manges d'abord les glucides et la viande en même temps, plutôt la Je viande d'abord, mélange, plutôt les glucides. Tu mélanges, je ok. mélange tout. Je mélange tout. Encore une fois, là on est en train de parler que de l'alimentation, Hmm. qui est un élément parmi tout ça. Ouais, non, Aujourd'hui, bien sûr, c'est plus là par on est en train de curiosité. parler C'est plus par curiosité. Ouais. on est en train de parler Hmm. du bout de mon doigt, tu vois. Ouais, non, Surtout c'est ça. sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ok, ok. Mais Et après, quelles sont les grosses associations qu'il faut faire d'un point de vue, comment on appelle ça, nutriments? c'est toujours la même chose, c'est très simple. C'est les 3 macros. Mhm, Fais en sorte de consommer des glucides, des lipides, des protéines à chaque repas. mhm. Arrange-toi pour avoir Avoir les sources de minimum. glucides qui sont les plus longues. Des sources de glucides les plus intéressantes, ça va être les légumes racines. Mhm, Il vaut mieux éviter les céréales à cause des antinutriments, ces substances que contiennent les plantes qui vont bloquer l'assimilation des nutriments, qui sont des défenses naturelles pour les plantes. mhm. C'est pour ça, encore Donc une quand je fois, dis que céréales, c'est gluten. Céréales, c'est plus tout ce qui est pas gluten. forcément. Ok, Le riz d'accord, est une d'accord. céréale, mais ne Ok, oui, contient pas de pardon, ouais, gluten. ça, Gluten, ça. moyen mnémotechnique. Il y a du gluten dans sabot, seigle, avoine, blé, orge. Sabot. Seigle, avoine, blé, orge. Ok, moi j'ai essayé d'éviter de réduire le blé. Euh, Moi, ok, c'est un je bon mange truc. très peu de blé. Je mange Seigle, très avoine, peu de blé, blé orge. et globalement très peu Hmm. de céréales parce que antinutriments, gluten, inflammatoire, Puis je voyais un etc. mec sur Twitter là qui expliquait qu'en fait, parce qu'en fait j'essaie d'être un peu réfléchir un peu comme un golem, et je me disais en fait le blé c'est quand même un peu le pilier de notre civilisation, je sais pas, tu vois. Oui, mais le blé On a les moderne, trucs. il a C'est changé. ça exactement. Le mec il expliquait en fait, d'ailleurs il montrait le blé genre qu'on avait en Égypte, un peu des trucs Rien à voir. avec le blé qu'on a nous. Ça j'étais un peu en mode ok, ouais. Donc c'est pas le même blé En quoi. fait, C'est un peu comme la aujourd'hui, monnaie et l'inflation quoi. La currency elle a exactement, pas la même valeur qu'il y a 50 ans. c'est exactement ça. Aujourd'hui, le Mon blé, dollar. il contient beaucoup plus de gluten. Et alors, c'est peut-être pas la seule raison, mais une des principales raisons en tout cas, c'est que plus il y a de gluten dans le blé, plus la pâte est facile à travailler. Mhm. Tu vois, Ok. en fait, on a pensé bien faire. Effet Cobra. Tu connais ça, l'effet Cobra? Non. Il faut que je te raconte ça. C'est un effet Cobra dans le sens où on a pensé bien faire en faisant quelque chose et on a Mhm. créé un autre problème. Et l'effet Ouais. Cobra, la base de ça, c'est en Inde, à une époque, quand les Anglais étaient là-bas, il y avait trop de serpents, trop de cobras partout. Donc ils ont dit, on vous donne une prime dès que vous nous ramenez une tête de cobra. Ah oui, oui, je la connais cette histoire. Ok, je savais pas que c'était l'effet Cobra. Ok, ok. Voilà, c'est ça. Cobra J'ai Effect. j'ai le même exemple avec au Canada, à un moment donné, je sais plus, chasser Il y en a comment on plein, appelle ça? Ouais, ouais, donc du coup, ça, tu vois. Non mais tout est comme ça. En général, le plus gros producteur d'effet Cobra, c'est l'État. L'État qui ne comprend ouais. rien, qui fait que des trucs qui servent à rien. Genre, exemple, en France, à partir de 150 mètres carrés pour construire une baraque, tu dois faire appel à un architecte. Quand tu Mm. regardes la courbe de répartition des surfaces par maison, il y a un énorme pic Ouais, entre 145 et 150 mètres carrés. ouais, j'imagine. Effet Cobra. Donc dans l'alimentation, pareil. Du coup, j'ai perdu le fil, Je j'ai sais plus, la dernière oublié. fois, il y avait un mec qui me donnait un effet Cobra que l'État français avait fait, qui était genre l'impact était fou. Ah, mais c'est les champions. Moi, je sais plus, je me demanderai. Ouais. Je sais pas. En tout cas, forme de glucides intéressante, légumes racines, le riz. Mais alors, pendant longtemps, je faisais extrêmement attention. Je disais, il faut que je mange du riz complet pour avoir Mm. plus de fibres. Problème, les antinutriments sont principalement dans l'écorce, donc dans les fibres. Mm. Et non seulement les antinutriments sont principalement présents ici, mais également les pesticides. Donc si tu prends du riz complet non bio, tu as Mhm. plus de pesticides. Et si tu prends du riz complet bio ou pas, tu as plus d'antinutriments que dans du riz blanc. Oui, Pouah. mais le riz blanc a 10 glycémique élevé. Oui, mais en fait, tu manges pas du riz tout seul. Tu manges du riz mélangé avec des lipides et des protéines pour ralentir Mm. la digestion. Et après, si tu as vraiment envie de te faire chier, si tu as vraiment le temps, bah, tu vas tremper ton riz pendant 24 heures dans de l'eau pour enlever les antinutriments comme faisaient nos ancêtres qui avaient le temps. Bah non, en fait. Tu vois, mange des patates En fait, je douces. comprends mieux pourquoi l'Italie, ils ont un PIB comme ça, quoi. C'est pas en mangeant des pâtes et des pizzas toute la journée que tu vas pouvoir conquérir de l'économie Ce moderne, que quoi. tu dis là, c'est intéressant parce que, tu vois, l'Italie, ils ont toujours traditionnellement consommé énormément de blé. Mm. Sauf qu'en fait, encore une fois, le blé qu'ils mangeaient il y a un siècle ou deux n'avait Ouais. rien à voir avec le blé qu'ils mangent aujourd'hui. Et aujourd'hui, quand tu vas en Italie, moi, j'observe les gens. J'observe le visage, la Mm. morphologie des gens. En Italie, tu as une personne sur deux, une personne sur trois, tu vois Mm. qu'il y a un énorme problème, en fait. Ils sont en surpoids, l'air fatigués, Putain, c'est un truc de ouf, en impossible de vrai. produire quoi que ce soit. Et donc, je pense que, parce que C'est dingue, hein. la maladie cœliaque, l'allergie au gluten Mm. pur, c'est 1% de la population. Mais l'intolérance légère, plus ou moins Mm. légère, avec toutes les C'est répercussions au niveau du 1%. système nerveux, etc., c'est quasiment 20 ou 25% des gens.
Ouais, c'est un truc de ouf. Des informations que j'ai, qui sortent d'un bouquin que j'ai lu il y a 10 ans. Peut-être que ça a évolué, la recherche évolue très vite, mais faut se tenir au courant. En tout cas, si ces chiffres-là sont vrais en Italie, bah, ça fait 20 à 25% de la population qui est complètement flinguée, en fait. Ah, c'est un Donc, truc de ouf. Hein. donc tu vois, juste la modification d'une céréale par croisement successif, pour censé la rendre optimale et plus facile à travailler, va te flinguer 20% de ta population. Effet Cobra. Donc ouais, céréales. Moi, céréales, personnellement, j'évite. Mes glucides, c'est légumes racines, du riz un petit peu. Je mange du riz, je mange un peu de riz blanc, mais j'en mange pas trop. Je mange beaucoup de fruits, parce qu'en plus, les fruits dedans, t'as beaucoup de micronutriments, vitamines, minéraux, t'as pas mal de fibres, des très bonnes fibres qui vont nourrir la flore C'est marrant, intestinale. moi, toute ma vie, je sais pas qui m'a dit ça, mais j'ai l'impression que toute ma vie, on m'a dit qu'il fallait réduire les fruits, c'était que du sucre. C'est pas un C'était. problème. Faut arrêter de Je sais pas, c'est diaboliser un le truc de sucre. ouf. En fait, c'est fou parce que là, pendant 40 ans, on a diabolisé les graisses. Je pense plutôt, en fait, je pense que c'est peut-être les lobbies, genre plutôt qu'on ait une pomme dans la main, il vaut mieux avoir un Kinder Bueno, ils nous ont mis ça en tête. Moi, je pense qu'il y a un peu de ça. Et puis, Je les sais gens pas pourquoi, cherchent moi j'avais toujours un vraiment le bouton. truc en tête que me dire que genre une pomme c'est. Bon, après, c'est pas les mêmes calories, je te parle, mais genre, je sais pas, tu vois, tu fais une pomme plus une poire, ça fait, je sais pas, 100 calories. Bon, un Kinder Bueno, c'est toujours plus, mais que genre, c'est pas forcément. En fait, Enfin, bref. si toutes tes fonctions sont en bon état, Hmm. si tes organes fonctionnent bien, si ton système endocrinien fonctionne bien, etc., et que tu manges des fruits, que tu manges du sucre, tu vas être capable de le synthétiser, tu vas être capable de réguler ta glycémie normalement. Si tu es dans un état d'épuisement avancé, parce que tu as un mode de vie occidental effréné, que tu es flingué, bah ouais, là, ça va être plus Et ouais, compliqué. je pense que moi, de ce que je vois beaucoup, j'ai l'impression qu'il y a un cercle vicieux de ouf là-dessus, de plus en fait ta glycémie elle est pourrie, plus en fait t'es obligé de prendre du café ou des sucres raffinés pour survivre. Et donc plus en plus, tu vois, t'as tout le temps des trucs où Ouais, t'es down. Et comme quand tu le prends, bah t'as l'impression que genre ça te fait un vrai effet parce que tu vois, ouais. tu mens, je sais pas, t'es à Paris, tu mets trop boulot dodo et t'envoies ton Kinder Bueno, tu vois ton énergie elle pump, t'es plus productif, Ouais, donc t'as je envie d'en deviens vite manger plus, tu accro à vois, des ça. Kinder Bueno. Bien sûr, Et, bien sûr, bien sûr. et en fait, c'est vraiment un cercle vicieux. Alors que quand après tu fais l'inverse, tu vois l'impact genre du Kinder Bueno. Moi maintenant, genre, je vois si je prends un Kinder Bueno, je vois l'impact qui est beaucoup plus, tu sais, qui est différent. Tu vois l'impact. Et en plus ça, t'as pas la mastication parce qu'on va pas se mentir sur tous ces trucs raffinés, Très etc. important. T'as zéro mastication. La Et mastication permet de prédigérer et elle permet d'envoyer un signal au corps qu'on est en train de manger et que du coup, il faut commencer à préparer l'hormone de la satiété. Je crois que c'est la gréline. Donc, ok. quand il n'y a pas de mastication, on mange plus. On avait déjà parlé de ça avec les Hmm. shakers et tout. Ouais, avec les shakers et tout, ouais, c'est un truc de Ouais, ouf. ça brouille le signal en fait. Hmm. Tu vois, Non, on en non, revient toujours c'est à vraiment un quelque truc de chose de ouf. Ouais. très simple, hein. Hmm. Mais ouais, je pense que c'est pas ça, me trouver sa diète. Hein. Je pense qu'il faut tester des trucs. Je pense que, comme tu dis, il y a un peu des common practices qu'il faut pas mettre en. En fait, je pense que c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'on dit ça après, de toute façon, en plus, on n'a même pas fait disclaimer, mais on n'est pas médecin, on n'est pas Nous conseiller, sommes pas j'allais là. dire financier, mais on n'est pas conseiller médicaux et tout ça. Mais en fait, c'est plus que je pense qu'en fait, il faut avoir ses principes en tête. Et après, c'est pas de te dire, ouais, du jour au lendemain, j'enlève les pâtes et tout ce qui est gluten de mon alimentation. Mais c'est plus de petit à petit faire les choses, tu vois, ou d'essayer de se dire, en fait, est-ce que tu peux remplacer un truc, etc. Et Il reprendre un peu des faut bonnes habitudes, quoi. C'est juste, ça prend du temps, je pense. deux choses. C'est très intéressant de faire des tests d'éviction Mm. en enlevant un aliment pendant 2 semaines pour voir. Alors, soit tu fais ça, soit tu vas faire une batterie de tests dans un laboratoire que tu payes une fortune et tu gagnes du Mm. temps. Soit tu fais Ah oui, ça ça, on peut le backtester. Enfin, on peut le backtester. On peut le. ouais, Ok. tu peux, genre pendant 2 semaines, zéro gluten. Tu vois comment tu te sens. Après, pendant 2 semaines, tu testes zéro lactose. Tu vois comment tu te sens. Après, pendant 2 semaines, tu testes, je sais pas moi, tu testes un régime très riche en graisse. Tu testes des trucs, tu vois, parce Mm. qu'en fait, il n'y a pas de régime idéal pour l'espèce humaine. On est très Ok. différents au niveau des génotypes. Parce qu'on a grandi on a évolué dans des environnements différents. Les Inuits, ils ont évolué dans des régions où il y a très peu de glucides. Il y a des graisses animales, de la viande, des protéines. Pendant que les Indiens du Sud, ils ont évolué dans des régions où ils sont par exemple beaucoup plus adaptés à un régime végétarien. Donc il faut Mm. tester. Vraiment, il faut tester et être à l'écoute de ses ressentis encore une fois. Mais le problème, c'est que pour être à l'écoute de ses ressentis, bah il faut être connecté à soi. Il faut pas être hypnotisé par le dev perso, par exemple. Et là, je vais rentrer dans un vaste sujet, psychothérapie, tout ça. Ce sera l'objet d'une autre vidéo. Mais il faut tester, il faut être à l'écoute. Et surtout, quand je dis c'est intéressant de faire des tests d'éviction, c'est intéressant pour des aliments, mais on fait pas des tests d'éviction pour des classes de macronutriments. Chercher Ouais, à glucides. tester une diète zéro glucides, une diète zéro lipides ou une diète Mm. zéro protéines, non. Moi, j'ai testé. Hein. J'ai eu une époque où je mangeais zéro protéine animale. Genre, mec, je faisais une séance de sport. Après ma séance, je me faisais un bol avec des graines de chanvre et des pêches. C'est tout. Bah, j'avais un super niveau d'énergie. À l'époque, je savais pas que j'étais en stress élevé parce que mon corps était en panique. Au bout de 2 mois, j'ai fait 3 fois de suite un rêve où je perdais mes dents. Et je me suis dit, bon, tu vois, je perdais mes dents. Je me réveillais en panique, j'avais mes dents, c'est bon, mais c'était très bizarre. À Vraiment, cause des graines. j'étais en train de me flinguer. C'était en Mm. 2015, ça va faire 10 ans bientôt. Donc, faut pas essayer de réinventer la roue, en fait.
Il y a 3 putains de macronutriments partout dans le monde qui viennent de différents aliments. Ouais, bah après, tu vois, faut pas inventer la roue, mais genre, enfin, je pense que tu regardes la consommation des Français, tu compares frites et patates douces, ou tu compares pâtes et riz, c'est un truc de ouf, hein, quand même. Ouais, non, mais c'est clair. Non, non, mais quand je dis faut pas réinventer la roue, faut pas chercher à. Je vais essayer de faire un parallèle, mais genre, chercher à supprimer une grosse classe de nutriments, Mm. c'est comme, je sais pas moi, ta voiture elle bug et tu vas mettre une balle de tennis dans le pot d'échappement, tu vois. Ah non, C'est c'est sûr, c'est complètement sûr. pourri cette comparaison, mais t'as compris ce que Mm. je voulais dire. Après, je pense qu'il y a un truc aussi qu'il faut retenir et que je pense c'est la leçon la plus importante, c'est que tout ce qui est pas bon en goût, c'est Ouais, relativement bon pour le corps, et inversement. exactement. Tu vois, hier, je me suis fait livrer de la bouffe, ils m'ont mis une boîte, dedans il y avait des herbes Mm. avec un goût très amer. Mm. Et je les ai mangées. Et ma digestion a été super agréable. Un peu comme quand tu manges de la menthe après un repas. Mm. La menthe, ça favorise la digestion. C'est pour ça que souvent dans les Chinois à volonté, machin, ils mettent de la menthe. Teste la prochaine fois et vois comment tu te sens. Et Mm. je pense que ça, c'était un peu dans le même but. En général, les plantes, il y a certaines plantes très intéressantes pour améliorer la digestion, pour améliorer le transit, etc. Et des Mm. fois qui ont des goûts dégueulasses, mais je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est un peu. En plus, je pense que nous, on est un peu les premières générations. Toi, moi, et peut-être les générations un peu en dessous, où genre, on a tellement été, tu sais, un peu déréglés quand on était jeunes. Parce qu'ils nous ont mis genre un peu de Burger King, un peu de McDo, les Kinder Bueno. Donc, on a eu Kinder, on a eu Et encore plein là, de tu trucs comme parles que ça. de la bouffe. Parce Ouais. que quand tu dis déréglé, moi j'entends des perturbateurs endocriniens, mais Mm. on a Ouais, été ouais, perturbé après. endocriniquement par la bouffe, par les produits d'entretien, par les vêtements, par l'air, par l'eau, par les produits gel douche, shampoing, Mm. par les tickets de caisse. Il y avait du bisphénol En A plus, dans je les sais plus, tickets de caisse. je voyais, ouais, les tickets de caisse, ouais. En plus, je voyais un mec qui expliquait genre pourquoi l'eau, là, tu sais, des robinets, etc., c'était aussi mauvais aussi. C'est qu'en fait, sur l'eau, je sais plus ce qu'il expliquait, il y a un truc physique quand tu bois l'eau, genre l'assimilation. En fait, le produit chimique qu'il y a dans l'eau, parce que tu sais, tu peux avoir dans les sols, tu sais, on parle des sols, tu sais, je sais pas, ou Mhm. des trucs de Monsanto et tout ça. Mais en fait, il expliquait que dans l'eau, genre, ça se conserve beaucoup mieux. Donc, en fait, le taux Je de. sais Enfin, pas. bref, comment le truc disparaît, en fait, la substance active disparaît, elle met beaucoup, beaucoup plus de temps. La Et du coup, en demi-vie. fait, quand tu bois de l'eau, c'est comme si tu prenais directement presque genre des morceaux de pilules Ça, je de sais meuf, quoi. pas, C'est un truc de ouf. mais moi, ça Ça allait être fait. violent, hein, ça allait être violent l'eau. Hein. Ils avaient l'air d'expliquer sur les peu d'études qui ont été faites, ça allait être très violent. Tu vois, moi ici en Thaïlande, je suis un peu réduit à boire des bouteilles d'eau parce que l'eau du robinet c'est pas possible. Mais à la maison à Bordeaux, j'ai un filtre branché au robinet et je bois que l'eau filtrée parce que c'est un énorme. Enfin, en fait, l'eau c'est pas un détail. Je veux dire, t'es composé à Ouais. 75% d'eau, t'en bois tous les jours. Il y a vraiment un effet cumulé énorme. Ouais, qui un ouais, ça c'est sûr. Non, c'est sûr. Voilà. Je pense qu'on peut boucler sur le sujet qu'on n'a pas vraiment développé, c'est l'aspect agressivité et intérêt de développer de l'agressivité. Puisque c'est lié du coup au fait d'augmenter sa testo. Ouais. Toi-même, tu m'avais fait la réflexion dans le cours que tu as regardé, tu me disais que j'en parlais pas suffisamment. Mm. Est-ce que tu as des questions en Ouais, parce qu'en particulier fait, moi, je sais là-dessus pas. ou des Après, remarques? après, moi, j'ai fait pas mal de travail sur moi-même maintenant et j'essaie de faire attention. Et puis là, les marchés depuis un mois et demi, ça va. Donc, c'est un peu différent de la façon dont tu gères le stress et tout ça. Mais ouais, forcément, je pense que moi, les deux trucs qui me génèrent énormément d'agressivité, c'est le stress et la frustration. La Et en frustration? trading, ouais, et le trading, c'est quand même la machine à générer du stress et beaucoup de frustration parce que tu auras des opportunités, parce que tu n'as pas assez mis sur certaines opportunités, parce que Ouais, tu as des trades qui sont pas optimaux, donc tu te dis putain, t'es frustré parce que ça tu vois fait d'autres rager, trucs ouais. pumper. Tu te dis putain, fais chier. En ce moment, là, je suis en train d'essayer de réfléchir sur un peu mes prochains gros trades. Tu vois, je me dis ça y est, j'ai fini un premier gros trade là et j'ai envie de me focus sur les prochains gros trades voilà, pour faire des C'est quoi? grosses C'est wins des en trades, c'est 2024. du swing, c'est des trades de quelques semaines, quelques Ouais, jours? alors ça, quand c'est des trucs comme ça, comme je size pas mal, c'est des trucs, que ce soit en perso ou avec de la trésor de la boîte ou autre, c'est des trades ouais, swing plutôt, je dirais, de plusieurs semaines où j'essaie vraiment de trouver un bon point d'entrée sur une crypto-donnée et j'anticipe un peu des news qui vont arriver ou des changements qui vont y avoir dans la roadmap, etc., tu vois, qui sont publics, hein, bien évidemment. J'ai Hmm. pas d'inside trading ou un peu de relative value, des trucs pas mal comme ça et j'essaye de me dire, ok, potentiellement, c'est ça qui est En fait, je cherche toujours pareil, moi je cherche toujours un peu sur ces trucs-là un peu plus long terme. Je cherche le meilleur rendement risque en fait qu'il y a sur le marché, Ouais. qui est l'actif qui propose le meilleur rendement risque. Et tu as envie d'être sur un actif qui bouge, pas qui dort. Tu vois, par exemple, tu prends, bon, pas pour parler crypto Atom, ici, mais tu prends Dot, voilà, Atom, Cosmos, Dot, il se passe rien, il n'y a rien à faire, c'est un truc de ouf. Mais ça Eagle, s'explique. Hein. Ouais, mais UOS. ça s'explique aussi, tu vois. Ouais. Et donc l'idée, c'est de se dire, ok, je cherche ces trucs-là, et après moi, je vais loader une position, et soit que en perpé, soit que en futur, soit en spot Mhm. ou alors en spot et après je me leverage ma position. Et en fait, c'est des trucs importants pour moi parce qu'en fait, c'est des trucs où je vais mettre, je sais pas, 20-25% de ma net worth, potentiellement avec du levier. Et c'est vraiment pour moi des accélérateurs, tu vois.
Et 20 à 25%. ouais, voire même plus, hein, parfois. Voire même plus. Ouais, Parce que donc en j'ajoute des fait, leviers, donc tu as besoin de développer une appétence au risque importante. C'est pas vraiment une appétence au risque, puisque tu m'as parlé de gros efforts sur la gestion du risque, justement. ouais, bien sûr, C'est bien sûr. plutôt une appétence à... À prendre du risque intelligent, disons. En fait, parce qu'en fait, Ouais, en ouais, fait, le mais problème, c'est que ce que tu as en crypto avec les leviers, avec les shitcoins, etc., les militants, en fait, les gens voient le risque comme quelque chose de négatif, mais le risque est quelque chose de très positif. ouais, Parce qu'en fait, si tu as une stratégie qui marche, imagine tu as une stratégie qui marche, plus tu vas prendre de risques, plus ta tu vas stratégie va gagner de monter. Imagine tu as l'argent. une stratégie qui marche, mais tu as 20% de drawdown et que tu fais, je sais pas 50% par an, tu vois. Est-ce que ça te dérange de monter à 40% de drawdown et de faire 200% par an? Après, c'est pas si simple que ça parce que c'est toujours pareil. Les Oui, marchés changent, donc ton drawdown bien peut sûr. monter un peu plus et pas aller qu'à 40%, mais à 50%. Et après, tu te remets en question, est-ce que mon modèle marche plus ou est-ce qu'il y a des En trucs qui ont fait, changé? Et c'est ça qui est ce que difficile, tu vois. j'entends, ce que j'entends là, c'est que ce qui serait intéressant dans ton cas, c'est de réussir à développer, à réussir à conserver de la rationalité face au risque. Parce que Exactement, ouais. par C'est défaut, intéressant le risque en fait. c'est très intéressant le risque. Parce que le risque, en fait, c'est la mort. Et Ouais, non, par mais 100%. défaut, on a un rapport à la mort qui est très émotionnel. Dès qu'on est soumis à un Mm, danger, face à un danger, à un risque, on sort de la rationalité, on mm, sort du raisonnement pour entrer dans la réaction instinctive et la réaction limbique mm. et primaire. Et en fait, c'est là qu'intervient la gestion du stress, puisque finalement, le but de tout ça, c'est de réussir à conserver le plus possible tes capacités de raisonnement, même en situation de stress. Et c'est aussi 100%. le but de la méditation, qui, je le rappelle, va littéralement muscler, développer Mm, tes cortex préfrontaux, qui sont la partie de ton cerveau qui te différencie des mammifères et qui te permet de raisonner, de rester dans la rationalité, et même en situation de stress. Moi, c'est plutôt ça que j'entends, en fait. mm. C'est être capable de prendre du risque tout en gardant la tête froide, tout en te disant, oui, je prends du risque, mais en Avoir un fait, plan, ouais. Construire un plan, ouais. comme statistiquement c'est valable, ce risque a peu de chances de générer de la casse, quoi. Ouais, exactement, exactement. Et en fait, c'est toujours pareil. Nous, c'est ce qu'on dit à nos membres privés, entre guillemets. C'est qu'en fait, le risque est hyper important et il faut pas être dans une inhibition du risque. Comme tu dis, tu vas être Ouais. inhibé, tu vas plus rien faire. Et ça, c'est souvent le cas que tu es en crypto, peu importe pour l'investissement, etc. Il faut rester actif, en fait. Il faut rester actif, même si c'est plus petit ce que tu fais comme prise de risque, il faut rester actif, dynamique pour essayer de te régénérer des opportunités et être dans ce cercle vertueux. Ouais. Et ouais, après, c'est des trades qui sont importants pour moi parce qu'en fait, c'est des trades qui me permettent, tu vois, tous les jours, mon but, c'est de travailler pour build, entre guillemets, c'est comme ce qu'on dit en crypto, c'est-à-dire tu vas continuer d'améliorer plein de choses, travailler sur plein de choses et d'avoir en fait cette couche, on va dire entre guillemets, qui te quimpente sur du long terme, mais c'est quand même très lent, tu vois. Tu sais, on dit toujours les mecs qui construisent des billions de dollars compagnies, c'est des success overnight success, des trucs comme ça. Je sais pas, je pense à Meta parce que tu vois, on parle, les gens connaissent bien Facebook, ont vu le film Social Network, etc. Mais en fait, c'est des trucs qui prennent 10 ans, tu vois. Et après Facebook, ça a été très vite, mais tu vois, ces overnight success là, ils prennent 10 ans parce que c'est des trucs de compounding tous les jours et tous les jours, il faut du temps. Puis un Et jour, après, nous, on ça a la claire, chance avec c'est l'investissement, visible. ouais, avec l'investissement et le trading, de pouvoir avoir des effets où tu vas accélérer un peu plus ton compounding. Et en fait, c'est un truc de fou parce que moi, de faire un ou deux gros trades cette année en plus, tu vois, de par rapport à ce que je ferais, en fait, ça m'augmente mon compounding, que ce soit moi sur mon net worth et sur aussi ce que je build, Mm. bah, de façon hyper importante, tu vois. Ça nous fait gagner, je sais pas, 6 mois, 1 an, tu vois. Ouais. Et en plus, le temps est quand même assez incompressible. Donc, quand tu gagnes ça, c'est vraiment colossal. Et en plus, le marché des cryptos offre des opportunités qui sont relativement évidentes parfois. Il faut juste faire les recherches, relativement évidentes. Et si tu fais bien tes recherches, en fait, tu as ta conviction. Et après, tu peux vraiment sizer, quoi. Et en fait, parfois, tes recherches ça peut être assez évident, quoi. Donc après, toujours pareil, c'est jamais garanti. Il faut truc. Mais par exemple, il y a plein de choses. Tu vois, nous, on avait énormément de personnes qui nous parlaient d'Atom, Cosmos, comme quoi ça allait surperformer, tout ce que tu veux, etc. Moi, il y avait pas mal de choses qui me faisaient dire qu'il y avait très peu de chances que ça arrive, tu vois, d'un point de vue probabilité. Après, ça aurait pu très bien arriver et j'aurais pas eu tort forcément, tu Je- vois. J'ai l'impression Et que ce qui fait ta capacité à être lucide sur le potentiel d'un projet, c'est que tu as une obsession de l'exhaustivité. Tu vas pas te dire tel projet est bon alors que tu sais que tu n'as qu'une partie de l'information. Tu vas aller chercher à avoir toute exactement, ouais. l'information pour Exactement, être ouais. capable de l'analyser de manière froide. Ce Quand que la t'es quand plupart t'es des gens ne quant, font pas. quand t'es quant, le premier truc qui fait que tu peux avoir un avantage sur les autres, c'est d'avoir plus de data. Hmm. Et tu vois, par exemple, OpenAI, ChatGPT l'a prouvé, tu vois. C'est pas l'intelligence du modèle, c'est déjà avoir plus de data. En Ouais. fait, plus tu as de data, si en plus après tu ajoutes de l'intelligence sur le modèle, ou sur la prise de décision, comment tu pondères les informations, les poids, c'est que tu as un peu dans ChatGPT. Parce qu'il faut pas oublier que ChatGPT, c'est un truc où il y a beaucoup de data, des poids, et après on sortit un truc. Et en fait, si tu augmentes ta quantité de data que tu récupères, ça te permet vraiment de pouvoir augmenter de façon énorme ton heuristique, ça va vraiment ta prise de décision. Et ça, c'est une première très grosse étape. Et de faire ça, et ça, ça a du travail en fait, c'est énormément de travail. Les gens ne se rendent pas compte, c'est énormément de travail. Moi, je Hmm. dépense tous les mois vraiment des milliers de dollars là-dedans, si ce n'est plus.
parce que ça prend du temps, ça prend de l'énergie, il faut acheter de la data, il faut payer des trucs, avoir des mecs qui taffent dessus, etc. Et c'est énormément de trucs. Mais at the end of the day, après, quand tu t'ouvres des positions de 1 bar, 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, tu vois, c'est worth it d'avoir fait ce travail-là, quoi. Et d'ailleurs, ça explique beaucoup de. En crypto, tu as deux trucs. Tu as le Great of Full Fury, c'est en gros les mecs qui réussissent de façon aléatoire. Et en fait, ils se croient très malins et après, tu as un peu le syndrome de toute puissance. Et nous, on le voit par expérience, c'est que si après, ils rentrent pas dans notre club, qui font pas bien les choses, ça retourne très vite à zéro, tu vois, c'est la vérité. Et le deuxième truc, c'est que finalement, tu as les mecs vraiment on pense qu'ils ont de la chance en crypto ou qu'il y a un facteur chance. Mais en fait, c'est des mecs là qui ont fait énormément de recherches. Là, cette semaine, j'ai discuté avec un mec d'ailleurs que je connaissais pas, qui était hyper discret et dans notre club et qui en fait a 8 chiffres plus en crypto, tu vois. Mais il était très discret parce que pour des raisons de sécurité, etc. Ça s'entend, il n'y a pas de problème. Et en fait, tu vois, je lui posais pas mal de questions. J'aimerais bien faire une interview d'ailleurs avec lui, mais tu imagines bien qu'il est un peu timide. Et qu'on vit dans un monde tellement fou en France, etc., que tu peux pas dire que tu as de l'argent sur Internet, etc. Non, c'est hors de question. Donc c'est un truc de ouf quand même, parce qu'il faut quand même le signaler, encore une fois, beau pays. Et en fait, tu vois, j'en étais acheté dans le détail sur plein de trucs qu'il faisait. Tu vois, vraiment dans le truc, tu vois, il m'a envoyé son portefeuille, j'étais assez surpris de son portefeuille, et on est rentré dans le détail sur, tu vois, ce qu'il faisait, etc. Et tu sens qu'en fait, tu vois, c'est le détail, il est poussé très, 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 très loin, tu vois. Et même moi, des sujets que je connaissais bien, après, moi, c'est pas mon métier d'être analyste en crypto, tu vois. Il y a plein de trucs il y a plein de mecs qui sont plus forts que moi là-dedans. Mais tu vois, il y a des trucs où il est allé vraiment dans la finesse, sur des coins que tu vois, je connaissais bien, mais tu vois, et ça explique en fait, tu vois, pourquoi le mec, en fait, il est passé de 6 chiffres à 8 chiffres en crypto en 3 ans, tu vois, et qu'il n'y a pas de secret. Et qu'en fait, on voit tous les mecs qui s'excitent, les youtubeurs sur internet qui font des trucs, etc. Mais en fait, tu vois, c'est du. C'est même pas de la surface, enfin, tu vois, je sais pas comment dire, tu vois. En fait, le but des youtubeurs, c'est de créer un contenu qui provoque le plus d'émotions possible. Alors que le but du gars dont tu me parles, c'est d'analyser les choses avec le moins d'émotions possible. Ouais, exactement. Évidemment, c'est moins vendeur, mais il a rien à vendre. C'est juste que il doit cultiver un espèce de calme mental pour garder sa capacité de raisonnement et être capable d'analyser froidement. Ce que ne font pas les youtubeurs, parce que leur but, c'est tout l'inverse. C'est pour ça que vendre du trading, c'est totalement antinomique, selon moi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je prends l'exemple des boîtes qui faisaient de la formation trading sur le modèle du marketing de réseau à l'époque. Le marketing de réseau, pour que ça marche, il faut vendre du rêve aux gens. Il faut faire de l'hypnose, il faut faire du marketing agressif. Et donc, il faut aller chercher l'émotionnel. Sauf qu'en fait, tu leur vends par l'émotionnel quelque chose qui, pour que ça marche, va leur demander de faire taire l'émotionnel. Ça peut pas marcher, tu vois. Ouais, non, c'est sûr. Après, moi, encore une fois, je vais citer personne, etc. Mais après, je pense que le trading, ça reste. Tu vois, on va pas se mentir, on vit dans une société où l'ascenseur social, il est quand même un peu en panne. C'est quand même compliqué de réussir. La moitié des millionnaires le sont grâce à inheritance, donc l'héritage. Et que je pense qu'en fait, un des trucs qui peut te permettre d'accélérer le plus possible ça, dans l'ascenseur social, ça reste le trading. Pour moi, genre, on a beau dire ce qu'on veut. En fait, je parle même pas je te parle d'un point de vue proportion de gens qui réussissent. On parle beaucoup de l'entrepreneuriat. Et moi, je trouve que l'entrepreneuriat, c'est extrêmement difficile et que tu as peu de personnes qui réussissent par rapport au nombre de personnes qui font de l'entrepreneuriat. Parce que moi, combien de personnes je connais qui font de l'entrepreneuriat? Mais combien de personnes je connais qui font du trading? Je connais très très peu de mecs qui font du trading. Vraiment, j'en connais très très peu. Franchement, qui réussissent, qui ont des track records positifs sur du long terme, tu veux dire? Non, même pas. Je te parle de mecs qui ont essayé de faire du trading, tu vois. Moi, je suis biaisé, j'ai l'impression d'en connaître plein parce que la plupart de mon réseau, je l'ai fait dans un marketing de réseau sur le. Ok, tu vois, mais tu vois, moi, franchement, je suis convaincu, si tu regardes, tu vas à des meet-up, etc. Tu vois, par exemple, nous, où on s'est rencontrés, bon, après, c'est un truc d'entrepreneur, mais tu vois, les entrepreneurs, souvent, ils ont touché un peu à tout avant. Ils ont fait, je sais pas, de la vente, du trading, ils ont touché un peu à tout, tu vois. Mais tu demandes vraiment ça et tu vas voir la proportion. Enfin, l'univers des mecs qui ont testé l'entrepreneuriat ou qui font l'entrepreneuriat par rapport à l'univers qui ont testé le trading, qui font du trading, c'est vraiment deux univers d'une taille totalement différente. Tu vois, c'est intéressant parce que, en fait, pour développer un attrait pour le trading, il faut avoir un certain niveau d'agressivité. Les gens qui n'ont aucune agressivité, ils y pensent même pas. Parce que pour eux, la première chose qu'ils voient, c'est danger, risque. J'y vais pas. Ils fuient le danger et le risque. Les gens qui, par défaut, ont un attrait pour le danger, pour le risque, qui aiment la confrontation, ils vont être plus attirés par le trading. Et moi, je dis ça parce que dans cette boîte, c'était en 2016 que j'étais dans cette boîte qui était de la formation au trading, c'était Cali d'ailleurs, en marketing de réseau. Dans mon réseau à l'époque, j'ai rencontré des mecs avec qui je suis encore pote aujourd'hui, avec qui je m'entends super bien parce qu'on a le même niveau, le même rapport à l'agressivité. Tu vois. C'est pas des ultra dominants avec des testo extrêmement élevés, totalement insensibles et dominateurs et que je supporte pas.
mais c'est pas non plus des énormes baltringues, si je peux me permettre. Et je kiffe, tu vois. Et ces gens-là, c'est des gens qui ont tout de suite accroché au truc, qui ont tout de suite compris le potentiel et qui ont essayé. Alors, ils ont pas tous réussi. Il y en a qui ont réussi. Souvent, ceux qui avaient aussi une bonne capacité de raisonnement et une capacité à pas se laisser submerger par leurs émotions. Mais je veux dire, c'est un milieu qui attire un certain profil. Et je pense que dans certains milieux entrepreneurial, il n'y a pas ça. Dans d'autres, plus. Je pense que pour être un bon trader, il faut réussir à trouver un équilibre entre deux. Il y a deux curseurs. Il y a le curseur agressivité et il y a le curseur capacité cognitive, en fait, capacité intellectuelle quand même, et donc développement du cortex préfrontal. Et en fait, je pense que quelqu'un qui physiologiquement est qui a plutôt un attrait pour l'agressivité, qui a un taux de testo élevé, et qui en plus est très smart, et qui a des grosses capacités de raisonnement, et donc de réfréner ses pulsions, bah, il peut réussir plus facilement que quelqu'un qui a le même niveau d'agressivité, mais qui est un peu moins intelligent, ou que quelqu'un qui est très intelligent, mais qui a un niveau d'agressivité trop faible. Ah non, ça se tient. Et c'est pour ça, je pense qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui sont attirés par le trading, parce que les femmes ont un taux de testo bien plus faible, et donc une aversion au risque bien plus élevée. Et je pense qu'il y a plein de femmes qui feraient de très bonnes tradeuses, parce qu'elles ont vraiment un côté minutieux et une espèce de rigueur qui est excellente pour ça, mais elles ont trop d'aversion au risque, et du coup, elles s'y risquent pas. Parce que par défaut, ça les repousse, tu vois. Ma meuf est comme ça. C'est sûr. Ouais, nous, de toute façon, on le voit dans le club, hein, le peu de femmes qu'on a, parce que c'est vrai qu'on a une dominante masculine. Souvent, elles sont plus posées, elles font mieux leurs recherches, justement. Elles sont un peu plus quantes que les hommes, quoi. Beaucoup moins impulsives dans leur choix. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je pense que c'est risqué pour la plupart des jeunes hommes de se lancer dans le trading à 18-20 ans, même si ça serait peut-être le meilleur moment en termes de compound, etc. Par contre, vers 30-40 ans, quand la testo commence à baisser, c'est peut-être plus intéressant. Mais encore, ce que je dis là, c'était valable il y a 30 ans. Aujourd'hui, les taux de testo ont baissé globalement, donc peut-être que c'est moins vrai. Faut contextualiser. Sinon, tu bois de l'eau du robinet directement depuis tes tout petits. Comme ça, tu bois de l'eau du robinet tous les jours, comme ça, t'es sûr. Comme ça, t'es sûr. Putain, le truc de l'eau du robinet, ça m'a traumatisé, le truc de l'eau du robinet. Ça m'a traumatisé. Ah, c'est terrible. C'est terrible. Aussi le nombre de fois où j'ai bu de l'eau du robinet, moi, réparé et tout. Moi aussi, mec. Moi aussi. Quel enfer. C'est dingue qu'on n'en parle pas, ça. En fait, ces genres de trucs, c'est dingue. Bah, moi, je te dis, je suis en partenariat avec une marque. C'est une boîte normande, une entreprise normande. Ils sont là depuis 30 ans. Ils font des filtres. Des filtres que tu poses sur ton robinet ou que tu mets sous ton évier. Et ça filtre 99,999. Parce que tu vois, je trouve ça fou qu'en fait l'État français, je sais pas, il nous casse la tête sur des trucs de ouf. L'État français devrait créer une entreprise qui fait des filtres, tu vois, qui soit public owned, je sais pas comment on appelle ça, qui appartiennent à l'État français. Et genre en fait, dès que t'achètes un filtre, genre c'était une déduction fiscale de ça, du montant du filtre. Et peut-être que comme ça, tous les hommes redeviennent des hommes en France, en fait. On n'a pas la convergence des genres. Le PIB monte. Donc l'État français fait de l'argent, embauche des gens. Le PIB remonte. Et là, ça n'arrivera pas. Ouais, et après, on se remet à conquérir sur d'autres pays, non, ça n'arrivera pas. Pays, à étendre. Dans un modèle où les classes dominantes vivent aux dépens des autres, en ne produisant aucune valeur, en n'étant pas skin in the game, elles n'ont aucun intérêt à ce que le niveau d'agressivité moyen monte, parce que ça les mettrait en danger. Ça remettrait en question leur position de dominance, qui n'est pas. C'est sûr qu'à ce rythme-là, et le jour où il y aura des vrais problèmes en France, enfin, déjà des vrais problèmes, mais je suis pas sûr qu'il se passe grand-chose. Donc non, ce que tu dis, je suis d'accord, mais pour moi c'est un fantasme, mais ça n'arrivera pas. Mais là, je vais glisser là. Ouais, tu vas glisser, je pense qu'il faut couper. Je vais glisser là. Parce que là, tu vas glisser. Ouais. Là. On en parlera à Dubaï. Avec plaisir. Bon, bah nickel. Ouais, c'était intéressant, c'était hyper intéressant. Ah, ça c'est mon sujet préféré, ça. Mais tu sais, j'en parle là sur cette vidéo, je te le dis à toi aussi. Sur ma chaîne YouTube, il y a 2 interviews avec un très bon ami à moi qui est aussi youtubeur. Sa chaîne YouTube s'appelle Hypnomachie. Hypnomachie, ça veut dire combattre l'hypnose. En gros, comment faire pour t'armer face à toutes les techniques d'hypnose, des politiques, du marketing, toutes les tentatives d'hypnose de violer ton subconscient. Et on a fait 2 interviews ensemble qui sont des vidéos que l'immense majorité de mon audience n'ira jamais voir, et c'est tant mieux, parce que s'ils le faisaient, pour beaucoup d'entre eux, ils se désabonneraient, vu les sujets abordés et la façon dont on les aborde. Mais toi, je pense que ça t'intéresserait, et on parle de ça. On parle de ces sujets-là qui sont très très glissants, mais on en parle au bout de 30 minutes, donc les gens, il y a que les plus déter qui vont jusque-là, et en général, c'est pas les plus hystériques. Okay. Je t'invite à aller voir ça quand tu iras faire un tour en marchant, tu te mets ça dans les oreilles. Ça. Je vais te les envoyer. Bon bah nickel, on va voir ensemble pour le sujet de la prochaine fois, et puis on va vous laisser là. Merci d'avoir regardé jusqu'ici pour ceux qui sont encore là. Yes. À très vite. À bientôt.